c'est le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que cette approche de l'entrepreneuriat est particulièrement pertinente, non seulement pour les entrepreneurs dans la situation qu'on vit, mais plus généralement pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, comme je peux le voir en ce moment. Donc, la perspective que je voudrais prendre avec vous aujourd'hui, c'est pas tant vraiment purement entrepreneurial, stricto sensu, mais c'est vraiment de se dire comment on peut tirer parti de la façon de penser en mode entrepreneurial. Évidemment, si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse, mais aussi plus généralement si vous êtes un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Je suis en correspondance avec beaucoup de dirigeants, notamment de TPE ou de PME, et on s'aperçoit que ces principes de l'effectuation sont tout à fait pertinents. Donc, ce que je vais faire, on va passer une heure ensemble. Je vais d'abord présenter à la fois rapidement le contexte, parce que c'est important de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit en ce moment avec l'angle qu'on comprend aujourd'hui. Ensuite, je passerai quelques minutes pour vous alors, rappeler pour certains ou présenter pour d'autres les principes de l'effectuation, donc comment les entrepreneurs pensent et agissent vraiment. Et tout simplement ensuite m'arrêter, donc ça va nous prendre au total peut-être une vingtaine de minutes, et ouvrir les questions parce que je crois que c'est quand même ce qui est le plus important et le plus intéressant. Et donc vous pouvez dès à présent commencer, enfin dès à présent, quand j'aurai commencé à vous donner quelques billes, eh bien commencer à envoyer des questions. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont déjà écrit avant, donc j'ai une petite réserve, mais voilà, je souhaite donner beaucoup de temps pour échanger avec vous et essayer de répondre à un maximum de questions dans l'heure qu'on va passer ensemble. Alors, d'abord, quelques mots sur ce qu'on vit, rapidement, hein, mais donc j'ai pas besoin de vous convaincre qu'on vit une situation assez exceptionnelle où on a une crise sanitaire qui se mue très rapidement en une crise économique, avec des impacts qu'on peut voir tous les jours. Ces impacts vont se développer. Il est important de comprendre que ce qu'on vit en ce moment, c'est un processus qui va se développer dans le temps. C'est pas juste un événement qui sera bientôt terminé. Comme beaucoup de ruptures, là c'est une rupture sanitaire et elle se traduit maintenant par une rupture économique et peut-être géopolitique, qui sait. Donc il est important de comprendre rapidement plusieurs éléments sur cette crise. La première, c'est la brutalité, la non-linéarité de cette crise. Alors, je vous donne juste deux illustrations, mais il y en a plein. Ça, c'est sur la partie gauche. Vous voyez l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi. Alors, c'est aux États-Unis, mais on a la même chose en France, hein. Donc, vous voyez que jusqu'il y a quelques semaines, on était aux États-Unis à environ 600 000 demandeurs d'emploi, plus ou moins. Ça dépendait s'il y avait une crise ou pas. Et là, on est à 3,2 millions. Donc, vous avez une évolution qui est extrêmement brutale, avec un changement très profond de la nature même du problème en quelques semaines. Autre exemple, ça c'est les voyages, les vols en fait de transport de personnes. Et donc vous voyez que la courbe bleue par rapport aux saisonnalités qu'on pouvait observer sur les années précédentes, là on a un plongeon extrêmement brutal du nombre de vols. Donc ça décrit bien la nature de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va évoluer dans un environnement qui va être marqué par une très forte incertitude, des évolutions brutales, inattendues pour la plupart du temps, parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette situation a été très largement inattendue. On peut même anticiper que beaucoup de développements qu'on va subir seront très inattendus. On le voit déjà dans des choses qui se passent aujourd'hui, qui sont des effets directs de cette crise et qui étaient totalement inattendus dans des comportements sociaux, dans des changements économiques, etc. Un autre élément, c'est évidemment, et là, on est vraiment au cœur du sujet que je voulais traiter aujourd'hui, c'est qu'on a un impact immédiat et massif au sein des organisations. Donc moi, quand je discute aujourd'hui avec des chefs d'entreprise, alors les termes varient, mais en gros, on me dit que évidemment, toutes les prévisions sont bouleversées. Ayons une pensée émue pour tous ceux qui ont fait des prévisions, des forecasts en début d'année, avec des évolutions de leur marché, et tout ça, évidemment, a totalement volé en éclats.
Les impacts également en termes de trésorerie, c'est-à-dire qu'on a des organisations qui se retrouvent du jour au lendemain sans oxygène. Hein, quiconque a discuté aujourd'hui avec un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, c'est que c'est la grande course pour récupérer de la trésorerie, pour se faire payer, qui est particulièrement vrai quand on est une petite entreprise. Et donc là, on a carrément plus d'oxygène. De manière très intéressante sur l'aspect organisationnel, même si je ne vais pas beaucoup en parler, on a aujourd'hui, dans l'urgence, eh bien, des rôles qui changent brutalement. On a des gens qui vont se révéler dans l'action et puis des gens qui, au contraire, vont être paralysés par la crise. Et ce n'est pas forcément ce qu'on attend. Et donc, on peut avoir des révélations. En tout cas, c'est plus vraiment l'heure de suivre forcément bien les processus et les fiches de poste, ce qui peut perturber, ce qui peut aussi donner des situations qui sont intéressantes à vivre. Alors, comme je le disais, le phénomène se développe, hein, donc on va de surprise en surprise. Il faut, à mon avis, pas du tout penser que ça y est, les paramètres de la crise sont en place et il n'y a plus qu'à la gérer. On va continuer à avoir des surprises sur la maladie elle-même et sur les réactions et les conséquences de cette maladie. Donc, une des idées que je défends, c'est qu'on est dans cette situation au long cours. Et donc, on va avoir de nouveaux effets sanitaires parce qu'il y a encore énormément d'incertitudes sur cette affaire-là. Et puis, évidemment, les conséquences et les impacts en termes, encore une fois, économiques et sociaux vont être importants et vont, dans une large mesure, être surprenants. Donc, on va continuer à vivre dans un monde de surprises encore plus qu'avant. Et évidemment, très directement, on se retrouve avec des entreprises, beaucoup me le disent, hein, dans lesquelles certains de leurs produits ont été rendus complètement obsolètes du jour au lendemain, et inversement, d'autres produits, évidemment, ont subi une demande absolument explosive. En tout cas, on est dans une situation dans laquelle nos plans, ce qu'on avait visé en début d'année, se sont trouvés complètement perturbés. Et donc, tout le paradigme managérial de planification qui fonctionne avec des cibles bien identifiées, des objectifs, a été complètement bouleversé. Et c'est dans cette situation aujourd'hui qu'on est. Et ça, elle est valable, je pense que vous en aurez conscience, hein, elle est valable absolument à tous les niveaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette situation, une façon de la lire, c'est de dire qu'elle bouleverse nos modèles mentaux. Alors, modèle mental, c'est quoi? C'est une grande croyance que l'on a sur le monde qui nous entoure. Quand on gère une entreprise, on ne peut la gérer que si on a des croyances sur les produits que les clients attendent, sur les demandes clients, sur les fournisseurs, sur les partenaires, sur la dynamique du marché, etc. On peut appeler ça un modèle d'affaires notamment, mais on a donc un ensemble de croyances sur la base desquelles on va agir. Alors, ces croyances, elles sont individuelles, ce que je crois sur le monde en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'individu. Ces croyances, elles sont collectives, donc ça, c'est ce qu'on va partager au sein d'un groupe, et notamment d'une entreprise. Encore une fois, c'est la façon dont nous voyons notre marché et son évolution qui guide derrière les stratégies qu'on va mettre en œuvre, les décisions qu'on va prendre de produire plus, moins, tel produit, etc., tel investissement. Ces croyances sont également sociétales. C'est ce que je pense sur la société, les valeurs, etc. Et donc, la caractéristique d'une rupture, et en particulier d'une rupture aussi profonde, c'est de bouleverser ces modèles mentaux. C'est-à-dire, en gros, des choses absolument inconcevables deviennent tout à fait normales. On a, par exemple, des émeutes pour acheter du papier toilette, c'est quand même assez inimaginable, je pense, il y a quelques semaines. Donc, ce qui était impossible, inimaginable, devient possible. J'évoquais tout à l'heure la notion des rôles dans les organisations. Beaucoup d'entreprises me disent que certains blocages qui persistaient depuis des années sur, par exemple, la transformation digitale ou nouveaux produits ou l'innovation, eh bien, beaucoup de ces barrières ont sauté presque magiquement du jour au lendemain parce que maintenant, on est en mode crise. Et donc, ce qui était impossible, inacceptable, inenvisageable, etc., eh bien, devient tout à fait envisageable. Inversement, on a des choses qui étaient parfaitement banales et qui deviennent absolument inconcevables. Et donc, on a ce grand bouleversement de modèle mental, ou plutôt de modèles mentaux. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Parce que si on se replace peut-être un peu plus au niveau de l'entreprise, eh bien, parce que le changement de modèle mental, c'est la spécialité de l'entrepreneur.
un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bouleverse nos modèles mentaux. C'est précisément quelqu'un qui nous fait trouver acceptable quelque chose qu'on n'avait pas envisagé ou qu'on avait trouvé répugnant ou inacceptable ou pas possible. L'exemple que je donne souvent, c'est celui de Airbnb, mais il y en a plein d'autres. Airbnb nous fait trouver parfaitement normal et acceptable, voire même tendance, cool, de dormir dans la maison d'un parfait inconnu. C'est une chose qu'on n'aurait sûrement pas du tout envisagé il y a 5 ou 10 ans. Et donc ça, c'est de manière générale la démarche de l'entrepreneur qui va être de faire en sorte de changer nos modèles mentaux, de nous faire trouver souhaitable d'avoir un produit alors que quelques mois auparavant, on n'en connaissait même pas l'existence, de nous faire accepter des comportements qu'on aurait trouvé inacceptables auparavant. Facebook a fait trouver, j'allais dire nous a fait trouver, mais je crois que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais Facebook a fait trouver parfaitement normal pour une large partie des gens de partager l'intégralité de leur vie quotidienne de façon tout à fait publique. Quand ils vont au restaurant, eh bien, ils prennent en photo et ils mettent sur leur compte Facebook ce qu'ils sont en train de manger. Donc là, vous avez de la part de l'entrepreneur un travail sur un modèle mental, en l'occurrence ici la vie privée, avec Airbnb, c'était peut-être plutôt la sécurité, qui sont quand même des choses très profondes. Eh bien, l'entrepreneur va en fait travailler ce modèle mental pour le faire changer. Et donc, de manière générale, c'est l'attitude d'un entrepreneur. Donc, nous sommes dans une période dans laquelle, assez naturellement, alors avec le Covid-19 bien sûr, mais assez naturellement, les modèles mentaux vont être remis en question. Et donc, on est dans une période dans laquelle on a une grande, on va dire, malléabilité des modèles mentaux. Hein, on n'est plus trop sûr de rien. Et quand on n'est plus trop sûr de rien, on est peut-être plus ouvert à des modèles mentaux alternatifs. Donc, ça peut aller dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'on peut être aussi la proie de gens qui ont des agendas idéologiques, mais ça peut être aussi un avantage dans la mesure où, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, certains blocages eh bien, vont sauter et donc des opportunités vont s'ouvrir. On sait d'ailleurs hein, que les périodes de crise sont toujours des périodes de grande innovation. Hein. La crise des années 30, qui a été très très dure, a aussi été, donc une année, enfin, des années de souffrance économique et sociale, mais a aussi été une période de grande innovation. Voilà, les deux sont souvent inséparables. Donc, ça, c'est vraiment l'opportunité des entrepreneurs, et je dirais de ceux qui pensent comme des entrepreneurs, c'est de se dire, bon, bah voilà, il y a une période de grande ouverture de modèles mentaux, les gens sont peut-être plus qu'avant prêts à changer leurs croyances, les blocages sautent, en tout cas peuvent sauter plus facilement. Il y a une véritable opportunité de penser et d'agir en entrepreneur. À partir de là, la question c'est, ok, c'est bien, mais comment ça fait un entrepreneur? D'accord? Et donc, à partir de là, c'est quoi les caractéristiques d'un entrepreneur? Comment font les entrepreneurs? Qu'est-ce qui font qu'ils agissent? Donc, si je me tourne peut-être vers les questions, c'est quoi les caractéristiques d'un entrepreneur qui réussit? Je ne sais pas si ça vous inspire de faire une petite… Alors, Alexandre nous dit la vision, ouais, la capacité à improviser, la créativité, d'accord, l'adaptabilité, le réseau, la résilience, l'audace, la persévérance, bon, vous êtes super réactif, l'agilité, je ne vais pas arriver à lire, la capacité à faire avec les moyens, prise de décision, oser, ténacité, oser essayer, ouais, ne pas avoir peur de se tromper, être avant-gardiste, hein, Vanessa, merci. Valérie nous dit qu'il faut oser. Bon, halte au feu, merci. Voilà, les réponses fusent. Donc, alors, super. Donc là, je dois avoir à peu près 150 caractéristiques de ce qu'il faut être pour être un entrepreneur. Hein. Nicole ajoute confiant. Effectivement, Philippe nous dit qu'il faut apprendre de ses échecs. Michel nous dit qu'il faut être précurseur. Donc, c'est formidable. Vous venez de dépeindre en fait le portrait d'un surhomme ou d'une surfemme, d'un super-héros, d'une super-héroïne, puisque vous avez ces 150 caractéristiques qu'il faudrait posséder pour être un entrepreneur. Alors, ne vous en allez pas, parce que si vous ne possédez pas ces caractéristiques, vous pouvez être quand même entrepreneur,
puisqu'en fait, voilà, en gros, c'est Marie qui a tout compris. Pour être entrepreneur, il suffit d'être normal. Merci, parce qu'en gros, c'est ça. Alors, quand on nous dit, je le fais depuis très longtemps, ce test, hein, on nous dit l'entrepreneur doit avoir une grande idée, il doit être visionnaire, hein, parce que l'idée, c'est de dire que le processus entrepreneurial, c'est une grande idée d'abord, et puis ensuite, cette idée va être mise en œuvre. Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on regarde la plupart des histoires entrepreneuriales, elles démarrent très rarement avec une grande idée. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais vous donner plein d'exemples. Juste un seul, hein, Ikea, qui est là, pour le coup, je pense, vraiment disruptif depuis de nombreuses années. Ikea, ça a démarré en tant qu'épicerie. Et ça n'est que 10 ans après la création d'Ikea qu'en fait, l'entreprise a offert des meubles en kit. Donc, ce qu'on observe quand on voit les entrepreneurs, c'est qu'ils démarrent rarement avec une grande idée. Ils peuvent, au fur et à mesure, développer quelque chose qui va progressivement devenir une grande idée par leur action. Donc, si vous n'êtes pas visionnaire, si vous n'êtes pas créatif, c'est pas grave. Beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas du tout ni visionnaires ni créatifs. C'était mon cas notamment. Deuxièmement, et vous l'avez évoqué, hein, il y avait le côté oser. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, hein, c'est quelqu'un qui a pas ce que les assureurs appellent cette aversion au risque. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Alors là encore, on n'a jamais pu vérifier ça. Les entrepreneurs ne sont pas des casse-cous. Ce sont des gens qui acceptent de prendre des risques, qui n'aiment pas forcément ça, mais qui acceptent de prendre des risques. Toute activité humaine est risquée. Et ils vont chercher à le contrôler. Hein, donc, on reviendra là-dessus très vite. Alors, troisièmement, l'entrepreneur est un super-héros. On vient de l'évoquer hein, sur les 150 caractéristiques que vous m'avez données. On peut avoir l'impression que pour être un entrepreneur ou une entrepreneuse, il faut effectivement être doté de toutes ces qualités, de créativité, de dynamisme, de passion, d'empathie, etc., etc. Alors, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai, on le sait, parce que quand on a étudié des centaines et des centaines d'entrepreneurs, on n'a pas trouvé une seule caractéristique possédée par chacun qu'il faudrait absolument avoir pour être entrepreneur. Donc, il y en a, pour paraphraser Coluche, hein, il y en a des grands, des petits, des gros, des pas gros, etc. Il y a évidemment des hommes et des femmes, toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Il y en a qui ont des diplômes de physique nucléaire et d'autres qui sont à peine éduqués. Il y a des dizaines de façons d'entreprendre. On peut entreprendre à l'intérieur d'une organisation, l'entrepreneuriat social, la high-tech, etc., etc. On entreprend à tous les âges de la vie, etc. Donc, en gros, il n'y a pas un profil à respecter pour être entrepreneur. Alors, Marie-Hélène dit il faut avoir envie. Même pas, en fait. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont créé des entreprises simplement parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire autre chose. C'est pas tellement qu'ils avaient envie, c'est que voilà, c'est un peu parfois comme des artistes, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concevoir de faire autre chose. Hein, donc, il faut surtout ne pas identifier des caractéristiques que vous devez posséder pour être entrepreneur. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas courageux, ou si vous n'êtes pas créatif, ou si vous ne savez pas vendre, etc., c'est pas grave, vous pouvez quand même être entrepreneur. Alors, on va dire, oui, mais si vous n'avez aucune qualité, ça va être très difficile. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Chacun a toujours des envies particulières, des compétences particulières. Ce qu'il faut, c'est en être conscient, jouer de ses qualités, de ses compétences, et bien se reporter sur d'autres pour ce qui est des faiblesses. Alors, ce qui nous amène au dernier critère, hein, qui est le côté héros solitaire. Et donc, il réussit contre le monde entier. Donc, il n'est pas nécessaire de posséder toutes ces qualités pour réussir. Hein, on a des entrepreneurs qui ont eu un succès très important, qui ont construit de très grandes entreprises, sans nécessairement avoir une grande idée au début, sans nécessairement aimer prendre des risques, en ayant un profil relativement normal, pas spécialement créatif, etc. Certaines qualités, bien sûr, etc. Voilà. Donc, à partir de là, on va brosser un tableau de l'entrepreneuriat, non pas comme celui d'une activité de super-héros, mais comme quelqu'un qui est normal au sens de, avec des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses, etc.,
Effectivement, comme le suggère Marilyn, merci pour ça, l'important à ce moment-là, c'est effectivement d'être conscient de ses forces et de ses faiblesses, conscient de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, de ses points forts en quelque sorte, et à partir de là, d'être capable d'aller travailler avec les autres. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas une question de super-héros, l'entrepreneuriat, c'est juste des gens qui appliquent en fait des principes qui sont ceux de l'effectuation. D'accord? Alors, ces principes, c'est quoi? Donc, l'effectuation n'est pas une nouvelle théorie, l'effectuation n'est pas une méthode. L'effectuation, c'est simplement une observation de ce que font les entrepreneurs euh, et en les observant réfléchir, on s'est aperçu qu'ils mettaient en œuvre ces 5 principes. Alors, ces 5 principes, c'est quoi? Pareil, hein, je vais passer rapidement pour ouvrir la discussion le plus vite possible. Le premier principe, c'est qu'on fait avec ce qu'on a sous la main. Hein. Rappelez-vous, je disais tout à l'heure, on a été élevé dans l'idée qu'il faut avoir des objectifs très clairs avant d'agir. Ce qu'on observe très souvent, c'est que eh bien, les entrepreneurs font un peu l'inverse. Plutôt que de se dire j'ai tel objectif maintenant, avec quelles ressources je pourrais les atteindre, les entrepreneurs vont faire le contraire et ils vont se dire bon, qu'est-ce que j'ai sous la main et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, on va agir en perte acceptable. Plutôt que d'agir en disant, pareil, beaucoup d'entre nous ont été formés avec une méthode un peu financière qui est de dire je fais ça parce que ça va me rapporter tant, ce qu'on fait typiquement dans un business plan par exemple, eh bien l'entrepreneur va plutôt se dire je vais faire ça parce qu'au pire, si ça ne marche pas, je perds peut-être un peu de temps ou peut-être un peu d'argent. D'accord? Et donc ça, c'est la perte acceptable. Plutôt que d'attendre un gain, on va se dire bon, bah, j'accepte de perdre quelques heures, quelques jours, peut-être un peu d'argent, sans vraiment savoir ce que ça va me rapporter, mais au pire, bah, j'aurais perdu juste un peu de temps et un peu d'argent et je peux me le perdre. Troisième principe, co-construire l'action avec les parties prenantes engagées. Donc là, c'est vraiment, rappelez-vous, hein, on n'est pas avec un super-héros seul face au monde et qui, grâce à son génie, va être capable de résoudre tous les problèmes, une espèce de Superman ou de Wonder Woman, mais de quelqu'un qui va aller voir les autres et dire bah, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Comment tu pourrais m'aider à faire quelque chose? Et donc, c'est la capacité à se tourner vers les autres. Et le mot co-construire est important hein, pour vraiment construire quelque chose ensemble qui n'existait pas auparavant. Quatrième principe, tirer parti des surprises. Là, je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait pertinent. Hein. On vient tous et toutes de vivre une surprise majeure. Et donc, la question, c'est comment j'en tire parti. Ça veut donc dire qu'il y a un élément important là-dedans, c'est d'accepter ce qui s'est passé, hein, quitter cette période un peu de déni. Non, c'est pas grave, tout va bien se passer. Non, là, on est clairement dans une surprise qui est vraiment très mauvaise. On voit assez peu de points positifs à ce qui se passe depuis quelques semaines. Donc ça, c'est le côté négatif. Il y a des choses pour lesquelles on peut rien, mais on peut malgré tout en tirer parti. Sans aucun cynisme, hein, c'est juste d'accepter que, eh bien, il y a des choses auxquelles on peut rien, mais il y a des choses auxquelles on peut quelque chose. Donc, comment peut-on tirer parti de choses qu'on n'avait pas prévues? Et puis, pour finir, un principe qui est important, hein, c'est créer le contexte, ne pas le subir. Donc, effectivement, comme on n'est pas en mesure de prédire l'avenir, l'idée, c'est de ne pas être victime de prévisions. Alors, vous avez en ce moment beaucoup de gens qui vous racontent le monde futur. Des gens très intelligents, très éduqués, qui ont lu plein de livres et qui se répandent dans la presse en vous expliquant le monde d'après. Vous n'êtes pas forcément obligé de souscrire à ce qu'ils racontent, même si ça peut être passionnant. La question, c'est vraiment, si vous avez une posture entrepreneuriale, c'est de dire comment moi, je peux construire ou en tout cas contribuer à construire le monde que je veux. Hein. Donc c'est ça le principe numéro 5, hein, c'est un peu ce qu'on appelle aussi le pilote dans l'avion, c'est que chacun d'entre nous, avec une posture entrepreneuriale, peut contribuer à construire un monde qu'il ou elle souhaite et pas subir le monde que d'autres ont prévu pour nous. Donc ça, c'est des principes, comme je le disais au début, pour conclure là-dessus, qui sont évidemment des principes entrepreneuriaux, mais qui en fait sont des principes très généraux de changement social. On les retrouve dans des principes sociologiques, dans des principes artistiques. En gros, ce sont des principes qui nous permettent de changer l'environnement dans lequel on est. Et comme je le disais également tout à l'heure, je crois que ces principes sont particulièrement pertinents en ce moment. Si vous êtes un chef d'entreprise
vous devez agir avec ce que vous avez sous la main. Je ne pense pas que ce soit le moment d'aller voir votre banque en disant hey, j'ai un super plan d'investissement. Si seulement vous me prêtez 2 millions d'euros, je vais pouvoir lancer un nouveau produit. On est dans des périodes de temps comprimées en ce moment, et donc faire avec ce qu'on a sous la main, c'est pratiquement obligatoire. Et c'est le moment, en général, où on s'aperçoit qu'on a énormément de choses sous la main. On a énormément, notamment, de ressources humaines, bien sûr, beaucoup plus qu'on avait pu imaginer. Et donc, dans les circonstances présentes, c'est un principe, je crois, extrêmement puissant. Agir en perte acceptable dans le contexte, eh bien, c'est évidemment être dans une posture d'action, donc quitter cette espèce de paralysie hein, qu'on a pu connaître notamment au tout début de l'épidémie. Et il ne s'agit pas non plus de se lancer en disant ah tout va changer, allez on va tout miser sur quelque chose. Non, il s'agit de se remettre dans une posture d'action, mais une posture d'action en risque contrôlé, et c'est ce qu'énonce le principe numéro 2. Principe numéro 3, bah, c'est dans une crise, on se tourne évidemment vers les gens qui sont autour de nous. Alors, son équipe en premier lieu, et je l'évoquais tout à l'heure, on a des profils qui se révèlent dans des crises. Certains dirigeants me font part de leur grande surprise de voir des gens, ils ne se seraient pas du tout attendus à ce que certains profils se révèlent dans cette situation de crise. Et donc, dans votre organisation, vont émerger des gens qui vont se hisser à la hauteur de l'événement. D'autres, au contraire, vont avoir tendance à être paralysés. Eh bien, ceux qui se hissent à la hauteur de l'événement sont des candidats naturels pour que vous construisiez quelque chose avec eux de l'urgence et puis déjà de commencer à préparer le futur. Bon, j'ai évoqué le quatrième principe. Évidemment, on va être surprise en surprise, donc ne restons pas paralysés, regardons comment on peut tirer parti. Et puis, le dernier, bah, la crise, elle va forcément déboucher sur quelque chose de nouveau. Et donc, soyez un acteur de cette nouveauté. Voilà, ces 5 principes qui sont très généraux et je pense très pertinents dans la situation actuelle. Voilà, alors je vais me tourner vers les questions. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. Alors, j'en avais une qu'on m'avait envoyée et donc Bastien me demandait en lien avec le principe numéro 3 sur la notion d'associé. Comment identifier des associés en général. Alors, on est un petit peu éloigné de ce contexte de crise. Hein. Ce que dit le principe numéro 3, c'est que dans une situation donnée, vous allez vous tourner vers votre environnement et puis certains vont accepter de s'engager avec vous. Vous demandez de l'aide, il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Et vous allez construire avec les gens qui disent oui, en vous disant que peut-être quelque part, il y a des gens mieux qui auraient pu dire oui, mais enfin, ils ne sont pas là en l'occurrence. Hein. Et donc, il y a le côté engagement. Des gens vont s'engager avec vous pour faire quelque chose. Et là, bah, c'est un peu le principe numéro 1. Vous faites avec ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire avec des gens qui vont accepter. Ça peut être des gens dans votre équipe, ça peut être des partenaires, ça peut être des gens de votre réseau de distribution, ça peut être des fournisseurs. On le voit beaucoup en ce moment, hein, de réactions vraiment très opportunistes sur la situation, où certains dirigeants d'entreprise se font des initiatives extrêmement intéressantes avec certains de leurs partenaires. Ça peut être des choses à très court terme, ça peut être des choses à beaucoup plus long terme. Alors, plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, hein, dans les questions, ont évidemment mentionné, à partir du principe numéro 1, faire avec ce qu'on a sous la main. Ce qu'on a beaucoup vu depuis 15 jours, 3 semaines, c'est les reconversions d'usines pour faire des masques ou du gel hydroalcoolique. Là, on est vraiment complètement dans l'application de ces principes. Hein. Si on avait dit à Petit Bateau il y a un mois qu'aujourd'hui, ils allaient faire des masques pour les hôpitaux, je pense qu'ils nous auraient regardé bizarrement. Et puis, entre-temps, il y a une surprise qui est arrivée et donc, on a réagi. Donc, on fait avec ce qu'on a sous la main, on regarde qui est prêt à s'engager. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui et on va construire avec eux. Alors, d'où vient le terme d'effectuation? C'est un jeu de mots en quelque sorte entre cause et effet. Hein. Vous avez en général l'approche standard, c'est de regarder les effets qu'on veut obtenir, donc ça c'est un objectif, et puis on va chercher les causes, c'est-à-dire en gros les moyens. L'effectuation, elle, va prendre la position inverse. Elle va dire que les moyens, bah, souvent pour un entrepreneur, et a fortiori dans une situation de crise comme on vit aujourd'hui, les moyens, ils sont fixes, on n'a pas le temps de les changer. C'est ce qu'on a dans notre frigo et on doit faire la cuisine avec ça. Ce qu'on peut faire varier, c'est les effets. D'accord ? C'est-à-dire que si je continue brièvement dans ma métaphore culinaire,
Si j'ai des pommes de terre, je peux faire de la purée, des pommes au four, des frites, enfin voilà, je peux faire à partir d'un moyen donné, varier les effets. Voilà. D'où ce terme d'effectuation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectuer des choses à partir de moyens qu'on a, que là, a priori, on ne peut pas changer. Alors, d'autres questions. Alors, Dorian demande, faut-il être en crise pour être réellement créatif? Non, bien sûr, il y a des gens qui sont très créatifs sans être en crise, mais c'est vrai qu'on sait depuis très longtemps qu'une situation de crise nous force à être créatif. Quand c'est une question de survie, on est toujours plus créatif en situation de survie que à gérer toutes choses égales par ailleurs. Donc, la crise, elle est pas nécessaire à la créativité, mais on sait, je l'évoquais tout à l'heure, dans les années 30, dans les années 20, on sait que les périodes de crise, presque par obligation, les guerres notamment, il y a énormément d'innovations qui se sont faites pendant la guerre, parce que là, on a une pression énorme, il y a des vies à sauver. Regardez ce qui se fait aujourd'hui dans les hôpitaux. On a de l'innovation, du bricolage, l'effectuation, enfin, on peut donner le nom qu'on veut à ça, mais la situation force à la créativité. Sinon d'ailleurs, c'est qu'on va se découvrir créatif alors qu'on a bien créatif, ça peut être un cliché, alors qu'en fait, on s'aperçoit que dans des circonstances particulières, n'importe qui peut se révéler créatif, quelle que soit sa formation, son métier, etc. Voilà. Alors, d'autres questions. Oui, Julie, la créativité naît des contraintes. Elle peut naître des contraintes. Alors, je pourrais élaborer là-dessus, mais l'effectuation est très claire là-dessus. Alors, pourquoi le modèle mental classique continue à dominer dans l'accompagnement des entrepreneurs? Donc ça, là c'est une question à plein de centaines d'euros. Je n'ai pas la réponse. C'est vrai que l'effectuation qui est constatée en pratique reste enseignée de façon minoritaire, malheureusement. Alors, ça change, il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine. Mais c'est vrai que ça reste minoritaire. Donc, vous qui participez à ce webinaire, sachez que vous n'avez pas forcément à respecter un modèle ultra dominant qui vous dit d'être visionnaire, qui vous demande d'être très clair sur vos prévisions. Comment peut-on encore aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va changer, même si je vous avoue que j'y crois pas forcément, comment peut-on encore aujourd'hui exiger des prévisions à 5 ans? Je crois que le ridicule de ça va apparaître, j'espère, de façon assez flagrante. Après, il est possible que, passer la crise, même si ce n'est pas pour demain, eh bien, le modèle dominant revienne de manière très forte. Mais bon, après, c'est ce que vous pouvez en faire et vous n'êtes pas obligé de souscrire à ce modèle. Alors, d'autres questions. Martine me demande mon avis sur l'après-crise pour les entrepreneurs. Alors, d'abord, après-crise, je pense qu'on n'y est pas. Parce que après-crise, ça suppose que la crise, c'est un moment bien délimité dans le temps, puis c'est un après. Je crois que la réalité, c'est qu'on va avoir quelque chose, c'est un long processus dans lequel on peut espérer que d'un point de vue sanitaire, les choses soient à peu près en contrôle à l'été, à l'automne, on ne sait pas trop. Et donc, l'économie doit de toute façon se reconfigurer en partie avec de très fortes contraintes sanitaires, peut-être des contraintes sur les voyages, des contraintes sur les contacts, des commerces qui vont rester fermés, etc. etc. Est-ce que je pense qu'il y a une opportunité pour l'entrepreneuriat? Bien sûr. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, des situations de profond bouleversement de modèles mentaux sont des périodes d'opportunité. Encore une fois, il faut le faire sans aucun cynisme, mais c'est un fait. Voilà, il y a des choses qui sont bouleversées et donc il y a énormément d'opportunités pour les entrepreneurs. Alors, d'autres... observez-vous la même réalité dans l'intrapreneuriat? Alors, oui, encore une fois, moi j'ai observé depuis 15 jours, 3 semaines, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est des blocages qui étaient vraiment très forts, ont disparu presque du jour au lendemain. Moi, je connais par exemple quelqu'un qui essayait avec beaucoup de difficultés de développer une transformation digitale au sein de son organisation.
La crainte de l'organisation, c'était de mettre en danger l'activité historique, qui était une activité non digitale. Alors là, aujourd'hui, cette activité étant en chute de 90%, il n'y a plus grand-chose à protéger. Et donc, du coup, ça laisse le champ libre à un développement massif de l'offre digitale, alors qui va se faire malheureusement avec un temps de retard, mais en tout cas, beaucoup de blocages ont disparu ces 3 dernières semaines. La grande question, et ça c'est une réflexion à avoir au niveau organisationnel, hein, c'est de savoir si, quand la crise sera passée, encore une fois avec les réserves que j'évoquais tout à l'heure, eh bien ces blocages ne vont pas revenir rapidement. Hein. C'est le syndrome du retour du lundi matin. Hein. Bon, vous vous êtes bien amusé en week-end, vous avez bien glandé pendant 2 mois en confinement, et maintenant on va revenir et on va bien remettre les règles et on va siffler la fin de la récréation. Je crois que pour les organisations et l'innovation, l'intrapreneuriat, etc., c'est le grand enjeu. Est-ce que à la fin du confinement, on siffle la fin de la récréation et on revient au monde d'avant? Je pense que ça va être très difficile, mais ça va être une tentation très forte. Ou est-ce que, au contraire, la direction générale va se dire bon, bah, on ne peut pas revenir au statu quo ante, on ne peut pas faire une restauration, il va falloir qu'on réouvre le champ. Auquel cas là, je pense que ces principes d'effectuation vont pouvoir être extrêmement puissants. Alors, question de Cyril sur... alors, pardon, c'était pas Cyril, c'était Martine sur l'organisation apprenante. Alors, d'une certaine façon, l'effectuation, oui, c'est une façon d'apprendre, mais ce n'est pas un paradigme d'apprentissage. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est un sujet qui est passionnant. L'apprentissage, c'est rétroactif. L'apprentissage, c'est faire quelque chose et tirer une leçon. Là, on est confronté à l'inédit. On est confronté à des situations qu'on n'a jamais vécues. Et donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est partager le résultat d'expérience avec une idée de répétition. Hein. J'apprends parce qu'il s'agit de détecter quelque chose qui s'est passé et que quand je détecte que ça se repasse à nouveau, je vais pouvoir mettre en œuvre, déclencher des choses que j'ai apprises par apprentissage. Face à l'inédit, il faut bien comprendre, encore une fois, que ce qu'on vit en ce moment, c'est inédit, on ne l'a jamais vécu. On a déjà vécu des épidémies, mais pas comme celle-ci. On n'a jamais vécu d'épidémie avec un tel niveau de développement économique, qui a des avantages et des inconvénients. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui est très largement inédit. Donc, attention à l'apprentissage, parce que apprendre quelque chose qui ne sert qu'une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, je ne pense pas que ce soit le paradigme dominant. L'effectuation est un paradigme de création. Ça peut paraître subtil, mais je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'il s'agit, si vous regardez le principe numéro 5, hein, il s'agit de créer quelque chose de nouveau, moins d'apprendre du passé que de se dire, bah, justement, le passé, il sera dépassé, sans jeu de mots. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas ce qu'on a vécu avant, et donc, ce que j'ai pu apprendre jusque-là, il y a beaucoup de chances que ce soit obsolète. Ce que je peux apprendre de ce qui se passe en ce moment peut être extrêmement trompeur. On tire des conclusions trop vite. Dans une situation d'ambiguïté, dans une situation de complexité, c'est dur d'apprendre parce qu'on n'est pas capable de distinguer en fait les causalités. Voilà, je ne m'étends pas trop, mais je pense que c'est un paradigme qui peut être trompeur en ce moment. On est beaucoup plus, encore une fois, dans un paradigme de génération de nouveautés. Alors, je regarde d'autres questions. Alors, Philippe, effectivement, parle du shadow IT. Alors, c'est un terme, effectivement, qui est pas mal répandu. Donc, c'est le système informatique de l'ombre, ou plutôt en parallèle. Et ça, c'est un phénomène qui se répand beaucoup et qui, je crois, est amené à se développer. C'est le fait que des innovateurs vont créer leurs propres outils informatiques parce que l'informatique officielle est bloquée dans les grands projets. Encore une fois, moi j'interviens beaucoup dans les programmes de transformation d'organisation, et jusqu'il y a 3 semaines, le principal problème des organisations, quand elles me le présentaient, elles me disaient voilà, nous on veut se transformer, mais il y a un truc qui bloque et on ne sait pas quoi. Ça bloque, on a dépensé beaucoup d'argent, on a une initiative digitale, on a un lab, etc. On déploie beaucoup d'initiatives et on n'arrive pas à se transformer, il y a quelque chose qui bloque.
qui bloque, c'est les modèles mentaux, hein, c'est-à-dire qu'on veut préserver le passé, pas forcément construire le futur. Ça, c'était la problématique il y a encore 15 jours, 3 semaines. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que les blocages aujourd'hui ont sauté. Et donc, la problématique, ça va beaucoup moins être de dépasser des blocages, de supprimer ces blocages, que de se dire, bah, OK, il n'y a plus de blocage, mais on reconstruit quoi? Et c'est pour ça que je crois que l'approche entrepreneuriale de l'effectuation me semble encore une fois particulièrement pertinente. C'est aussi pour ça que je voulais passer ce moment avec vous, c'est que on va, au moins pour un temps, avoir moins de blocages, simplement parce qu'on n'a pas le choix. Quand 90% de votre business historique a explosé en vol, bah, on est plus ouvert à des alternatives et notamment des alternatives digitales. On a une énorme poussée du digital en ce moment sur des business qui ont explosé. Donc, on va être moins sur une problématique de blocage que sur une problématique de construction. Et donc, la question, ça va être OK, mais on fait comment pour construire? Et donc là, je crois que les 5 principes de l'effectuation sont particulièrement pertinents. Ils ne s'opposent pas à d'autres méthodes hein, de design thinking ou autres, etc. Mais au contraire, hein, ils sont des espèces de principes génériques dont on peut s'emparer tout de suite. Moi, je le vois beaucoup autour de moi en ce moment, pour reconstruire, parce qu'il faut reconstruire vite, sans forcément, encore une fois, avoir de moyens disponibles. Hein. La trésorerie, c'est une contrainte énorme en ce moment. Ça tombe bien. Ce que l'effectuation nous dit, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses sans moyens supplémentaires dès lors qu'on a conscience des ressources qu'on a sous la main. Alors, d'autres questions. Alors, Marie-Hélène me demande pourquoi ne pas mettre le principe numéro 5 en numéro 1, avoir envie de créer quelque chose de nouveau, de mettre en œuvre le monde que l'on veut. Alors, d'abord, les chiffres sont trompeurs, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre dans ces principes. Donc, pardon pour l'ambiguïté. Donc, j'aurais dû. Alors, j'ai tout essayé en matière de design graphique. Hein. Je les ai mis en cercle, en étoile. Puis après, je me suis arrêté parce que j'ai pas de compétences graphiques particulières. Je vous prie de m'en excuser. Il y a pas, ça n'est pas une méthode. Il n'y a pas d'ordre. Et donc, le principe numéro 5 ne vous dit pas qu'il faut avoir envie de changer le monde pour entreprendre. L'effectuation ne vous dit pas ce que vous devez faire. Elle ne vous dit pas ne prenez pas de risques. L'effectuation ne vous dit pas ne soyez pas visionnaire. Elle ne vous dit pas vive les surprises. Elle vous dit vous pouvez tirer parti des surprises. Quand vous agissez, vous pouvez créer le contexte. Vous n'en êtes pas victime. Et donc, l'effectuation ne vous dit pas pour pouvoir entreprendre, vous devez avoir envie d'entreprendre. Vous devez avoir envie de changer le monde. Vous devez avoir une idée très claire du monde que vous voulez. Ça, c'est un paradigme visionnaire, ce que n'est pas l'effectuation. D'accord? Donc, très important, l'effectuation ne vous dit pas ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire. Elle n'est pas dans le nécessaire. L'effectuation, elle est dans le suffisant. Elle observe qu'on peut faire beaucoup de choses en appliquant ces principes, qu'il suffit d'appliquer ces principes, ou même d'appliquer certains d'entre eux, pour pouvoir faire des choses intéressantes. Hein. Donc, ça n'est pas du domaine de l'impératif. Alors, je vais regarder un peu d'autres questions. Donc, il y en a beaucoup. Merci pour ça. Alors oui, alors une question que j'ai très souvent, Nicolas, merci, mais il y en a d'autres sur « Ah oui, mais l'effectuation, les investisseurs, parce qu'ils me demandent un plan. » L'effectuation vous dit que vous n'êtes pas obligé d'aller voir des investisseurs. D'accord? Donc, si vous allez voir des investisseurs, il ne faut pas vous étonner qu'ils vous demandent un business plan et que vous soyez obligé d'avoir une démarche causale, au moins prétendue causale. D'accord? Comme dirait l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher. L'effectuation vous dit, si vous regardez le principe numéro 1, faire avec ce qu'on a sous la main, c'est justement ne pas dire « Ah, j'ai une idée géniale, maintenant ce qu'il me faut, c'est 1 million d'euros, donc je vais voir un investisseur. » Ça, c'est causal, donc c'est l'opposé de l'effectuation. L'effectuation vous dit « Vous n'avez pas 1 million d'euros, d'accord, mais vous avez peut-être d'autres choses dans votre frigo, des gens que vous connaissez, des choses que vous savez faire, une machine que votre collègue n'utilise pas, etc. Et donc, vous partez de ce que vous avez sous la main pour imaginer les choses que vous pouvez faire. Donc, dans l'effectuation,
la recherche de fonds n'est pas nécessaire. En tout cas, l'effectuation qui dit, vous pouvez faire beaucoup de choses sans aller chercher des fonds. Alors, ce qui va se passer après, effectivement, c'est qu'au bout d'un certain temps, si votre idée se développe, vous commencez à avoir des clients, etc., vous allez vouloir passer à l'échelle. Là, éventuellement, une recherche de fonds va pouvoir être utile puisque vous êtes dans une phase, on va dire, moins créative, mais dans une phase de passage à l'échelle. Et là, vous pouvez aller chercher des investisseurs pour faire cette phase de passage à l'échelle. Donc, je n'ai pas de plan, j'avance un peu en tâtonnant avec ce que j'ai sous la main et puis les gens que je rencontre. Comment puis-je faire pour convaincre des investisseurs? Eh bien, vous ne convainquez pas d'investisseurs, vous n'allez pas voir des investisseurs, ou alors vous allez en voir des assez particuliers et vous allez leur dire, bah, voilà, moi j'essaie de faire ça, si ça vous branche, bah, vous pouvez mettre un peu d'argent. Je ne sais pas encore trop où je vais, mais je sais que je peux avancer en limitant mes risques et il y a cette personne qui a accepté de faire un proto avec moi, etc. etc. D'accord? Donc, se focaliser sur de fond, c'est se mettre dans une logique causale, donc avec un objectif clair, etc. Ça peut fonctionner, il y a plein de boîtes qui se lancent comme ça, il y a plein d'entreprises qui réussissent comme ça. L'effectuation se situe dans un paradigme opposé. Alors, je continue. Merci pour vos questions, il y en a plein. Alors, Philippe me demande comment créer le contexte et faire avec ce qu'on a, n'est-ce pas contradictoire? Eh bien non, justement. D'abord parce que quand on… Alors, par où commencer? Créer le contexte. Quand on dit créer le contexte, c'est pas moi tout seul, je vais changer le monde. Quand on regarde des gens qui ont changé le monde, en grand, Mark Zuckerberg, Mohamed Yunus, etc., indépendamment de ce qu'on pense des gens, mais même des gens moins connus, en général, c'est des gens, je le disais tout à l'heure, qui ont leurs qualités, leurs défauts, mais de toute façon, si vous regardez le principe 1 et le principe 2, ce sont des gens qui ont commencé avec ce qu'ils avaient sous la main, qui ont agi en perte acceptable, c'est-à-dire qui ont agi petit, ils ont fait un truc, puis un autre, qui en a amené un troisième, qui a amené un quatrième, en fonction des gens qu'ils ont rencontrés, etc. Donc ça, c'est une théorie du changement social qui est extrêmement générale. J'en parle là dans un contexte entrepreneurial, mais on a les mêmes principes dans des gens qui ont eu un impact au niveau politique, un impact au niveau social, y compris au niveau artistique. Hein. On a toujours ces mêmes principes qui peuvent avoir des énoncés différents. Donc, on peut créer le contexte avec ce qu'on a sous la main. On connaît tous et toutes, je pense, des gens qui ont une très forte influence au sein de notre organisation et qui ne sont pas forcément dirigeants de l'entreprise, qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources et qui pourtant ont une influence très grande sur la façon dont se font les choses, sur ce qui va être acceptable et pas acceptable, etc. Donc, vous pouvez créer un contexte avec très peu de ressources. La capacité à créer un contexte et à influencer son environnement n'est que très rarement limitée, n'est que très rarement liée à la quantité de ressources qu'on a. Je vous donne juste un contre-exemple, hein, je pense que c'est un exemple, pardon. Vous avez Michael Bloomberg qui a voulu être candidat à la présidence américaine au printemps. Alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois qu'il a dû dépenser 500 millions de dollars, un milliardaire, donc pour lui, c'est vraiment de l'argent de poche. Il a dépensé 500 millions de dollars, impact zéro. D'accord. Inversement, Barack Obama, qui avait été élu quelques années auparavant, était un outsider, il était en dehors du Parti démocrate et il a commencé avec des bouts de chandelle et il a été élu. Il a même été réélu. Alors, on peut penser qu'il avait plus de moyens hein, pour la réélection que pour l'élection, mais et ça, c'est quelque chose qu'on observe tout le temps. On peut avoir énormément d'influence, que ce soit sociale, politique, économique, industrielle, avec très peu de ressources. Alors, on a encore un petit peu de temps pour d'autres questions. Alors, Mathilde pose… Oui, alors merci Mathilde. Les organisations vastes ne pourront jamais généraliser l'effectuation. Eh bien, c'est pas grave, Mathilde, parce que ce qui compte, c'est ce que vous y faites vous au sein de cette organisation, si je suppose que vous y travaillez. Moi, quand je monte dans un avion, alors c'est une mauvaise image en ce moment, hein, mais quand j'achète un billet pour faire Paris-Marseille, quand je monte dans l'avion, je suis très très content que la compagnie aérienne soit complètement causale. Moi, j'ai acheté un billet pour Marseille, on s'est bien mis d'accord sur le but, et le pilote, il m'amène à Marseille. D'accord. Ça, c'est pas négociable. Donc,
dans une organisation, c'est très important qu'elle obéisse pas strictement, uniquement au principe de l'effectuation. Imaginez, je monte dans l'avion et puis le pilote nous dit bon, bah voilà, vous êtes tous à bord maintenant, on va discuter des ressources qu'il y a dans l'avion et puis on va voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Je crois qu'il y a un médecin, il y a un chirurgien, il y a quelqu'un qui travaille chez Lego, ça fait plein de trucs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Non, 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 non. Air France, pour prendre cet exemple-là, mais Renault, Renault, quand ils veulent faire des voitures, ils ne vont pas être effectuels. Hein. Ils ont 4000 voitures à faire la semaine, ils vont les faire. Mais au sein d'une organisation qui, par ailleurs, peut avoir des plans, et j'espère qu'elle en a, au sein de cette organisation, vous pouvez déployer sur des projets en perte acceptable, avec ce que vous avez sous la main et avec les gens qui sont prêts à jouer ce jeu-là, qui ont eux-mêmes également une perte acceptable en termes de temps et de ressources, par exemple, des approches effectuelles. Donc, il ne faut pas penser ah ben si je suis chez Air France, je ne peux pas faire d'effectuation. Non, au sein d'une organisation qui va avoir une approche très causale, très planifiée, vous pouvez, en vertu notamment du principe numéro 2, avoir des approches effectuelles. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'en vertu du principe numéro 5, vous pouvez, à votre niveau, même si vous vous dites « Ah, moi, je ne suis que quelqu'un de junior, et ça ben, c'est pas grave. Même à votre niveau, quel que soit votre niveau, avec ce que vous avez sous la main, vous pouvez agir de façon effectuelle et engager des gens à le faire avec vous. Et ça peut être extrêmement puissant. Et ça peut se propager au reste de l'organisation. Alors, Patrick demande comment lever les freins liés à l'incertitude. Alors, l'effectuation est particulièrement pertinente, je pense, en situation d'incertitude, puisque l'incertitude, c'est quoi? C'est l'incapacité de prédire. On le voit bien en ce moment. Hein. Personne n'est capable de dire quand on va réouvrir des écoles. Donc, on est vraiment pour des choses qui sont aussi fondamentales, aussi basiques, dans l'incertitude quasi totale. Et donc, ce que dit l'effectuation face à ça, c'est de dire, bah, si vous n'arrivez pas à prédire l'avenir, bah, c'est comme ça, bah, on n'y peut rien. Hein. On peut pleurer, on peut dire, bon, bah, ah, bouh, c'est vraiment dommage. Le principe numéro 1 de l'effectuation vous dit, bah, tu sais, tu peux pleurer, mais de toute façon, ça, c'est ce que tu as sous la main. Et l'incertitude vous dit que l'incapacité à prédire n'empêche pas l'action, puisque l'effectuation, c'est une action non prédictive. Donc, l'incertitude, elle n'est pas nécessairement un frein. Je disais tout à l'heure que l'incertitude d'aujourd'hui enlève, par exemple, d'énormes blocages. Donc, elle est une chance. Elle est une chance pour peu qu'on se mette dans une posture d'action. Vous avez en ce moment, je l'évoquais tout à l'heure, hein, beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup à dire de quoi sera fait le monde d'après. Hein, alors, ils écrivent des rapports, ils lisent des choses, des experts, etc. Donc, il y a ceux qui pensent le monde d'après. Bah, vous pouvez être ceux et celles qui construisent le monde d'après. Et quand vous construisez le monde d'après, principe numéro 5, hein, bah, ce n'est pas vous qui le subissez puisque vous êtes en train de le construire. Donc, vous avez moins besoin de le prédire. Ce n'est pas juste un jeu de mots, hein, c'est vraiment une posture d'action. Donc, je crois que non seulement l'incertitude, elle n'est pas forcément un frein, mais elle est une chance formidable en ce moment, malgré les difficultés qu'on vit humaines, sociales et économiques, encore une fois. Il y a aussi une part de réouverture du jeu dont vous pouvez, que vous pouvez saisir. Alors, on a le temps pour peut-être encore une ou deux questions. Alors, Eric nous dit, on a vu la faillite des approches causales avec des levées de fonds très fortes et on va arrêter la chasse au fond. Alors évidemment, on a tous vu ces entreprises qui levaient des fonds absolument incroyables et puis qui brûlaient en vol parce que leur business n'était pas solide. Mais on a vu aussi des exceptions. Hein. Moi, je me souviens très très bien que dans les années à la fin des années 90, on nous expliquait qu'Amazon avait levé beaucoup trop d'argent sur un business model qui n'était pas prouvé et que tout ça allait bien vite s'effondrer. Donc, attention, il y a un modèle ultra dominant aujourd'hui, effectivement, et Eric a raison, hein, qui est tu dois être visionnaire, tu dois lever des fonds, il faut très vite lever 5, 10, 15, 20 millions. Et on sait très bien que beaucoup de ces entreprises ne reposent pas sur un modèle sérieux et que ça va exploser en vol. Mais certaines vont réussir parce que ce modèle permet effectivement, malgré tout, de réussir des entreprises qui passent très vite à l'échelle. Voilà. Donc, c'est un jeu que vous pouvez jouer. Ce qu'il faut vraiment juste comprendre et admettre,
c'est que ça n'est pas, contrairement à ce qu'on nous dit, ça n'est pas, en tout cas c'est l'idée que je défends, ça n'est pas le seul jeu à jouer. Voilà. Il y a un autre qui est les 5 principes que vous avez sous les yeux, qui est simplement de dire, moi je vais agir, je vais créer quelque chose. Et ce que l'effectuation vous dit également, c'est que ça ne vous empêche pas l'effectuation. L'effectuation, c'est pas viser petit. L'effectuation, c'est démarrer petit. C'est évidemment en nuance, puisqu'on a de très grandes entreprises qui se sont créées avec ces principes. Donc, elles ne vous empêchent pas de créer de très grandes entreprises. C'est simplement une approche différente avec laquelle vous pouvez vous sentir plus à l'aise. Donc, vous avez un modèle d'entrepreneuriat qui est le modèle vraiment start-up, levée de fonds hyper causal avec des objectifs très clairs. Et puis, vous avez un modèle alternatif qui est celui de l'effectuation, qui est le modèle opposé en quelque sorte, effectivement, qui est on avance et puis on va voir ce que ça donne, etc. On s'aperçoit encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, que malgré ce qu'on raconte, beaucoup d'entreprises ont commencé comme ça avant un jour de faire une levée de fonds très importante. Donc, qui est souvent la seule chose qu'on voit en ignorant le démarrage qui très souvent a été effectué. Alors, peut-être une dernière question. Alors l'inévitable, là je vais répondre parce que c'est vrai qu'on me l'a fait souvent celle-là. Est-ce que l'effectuation c'est comme Lean Startup? Réponse courte, non, ça n'a quasiment rien à voir. Et en même temps, évidemment, il y a des points communs. Lean est un paradigme d'apprentissage. Donc, l'idée de Lean, c'est de dire j'ai du mal à savoir ce que veut mon client, et donc plutôt que de lui demander, puisqu'on sait que ça marche pas très bien, eh bien, je vais commencer à lui soumettre un produit, observer son utilisation et apprendre sur cette base. Et donc, le cœur de Lean, c'est une fameuse itération. Vous construisez quelque chose, vous apprenez de l'interaction avec le client, vous modifiez et puis vous recommencez. Lean est présenté souvent comme un paradigme de faibles ressources, alors qu'à la base, le phénomène Lean japonais était fondamentalement un paradigme d'apprentissage par l'action. Donc oui, bien sûr, il y a un rapport avec l'effectuation parce que à l'origine du Lean notamment et à l'origine de l'effectuation, il y a un ancrage dans la philosophie pragmatique, c'est-à-dire un lien très fort entre l'action et l'apprentissage plutôt qu'une séparation des deux. Mais encore une fois, l'effectuation n'est pas un paradigme d'apprentissage, c'est un paradigme d'action et avec ce qu'on a sous la main. Voilà. Donc des points communs évidemment, mais aussi des différences assez fortes. Voilà. Alors bon, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question parce que je vois qu'on est au bout. Caroline demande comment identifier toutes les croyances collectives, sachant que souvent elles sont inconscientes et elles sont bien évidemment, plus elles sont importantes, moins elles sont conscientes. On ne peut pas transformer une organisation sans changer les croyances collectives. Il y a plein de techniques pour ça. Une des techniques que moi j'emploie beaucoup avec ma collègue Béatrice Rousset, quand on intervient auprès des organisations, c'est de faire parler, alors principe numéro 4, d'étudier des surprises. Qu'est-ce qui vous a surpris? Parce que quand quelque chose nous surprend, c'est au fond que la réalité ne correspond plus à notre modèle mental et donc que notre modèle mental peut-être est obsolète. Et donc ça permet de dire je pensais qu'il allait se passer ça, or il s'est passé autre chose. Je pensais que mon client allait m'acheter mon produit, or il n'a pas signé le contrat. Au contraire, j'étais pas sûr qu'il allait l'acheter, mais il l'a acheté et donc je suis très surpris. Pourquoi je suis surpris? Eh bien, c'est parce que je pensais que mon client était comme ci ou qu'il était comme ça. Mais peut-être que c'est pas si vrai que ça. Voilà. Donc, l'effectuation, elle est très liée à la notion de modèle mental. Elle est vraiment une série de principes alternatifs d'action qui sont en eux-mêmes des modèles mentaux alternatifs, qui est de faire avec ce qu'on a sous la main plutôt que d'avoir un objectif, etc. Voilà, je vais arrêter là les questions. Je voulais évidemment vous remercier pour toutes celles que vous avez envoyées. Je suis désolé de ne pas avoir pu y répondre. Je voulais terminer en vous disant deux choses. La première, c'est que donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'effectuation en ce moment, et notamment une initiative qui a été lancée avec des amis, collègues récemment, qui s'appelle les Citrons de la Marne. Donc, petit jeu de mots avec la bataille de la Marne et puis la vie qui vous envoie des citrons, qui est le principe des surprises, dans lequel la communauté française de l'effectuation se mobilise pour coacher des projets, puisqu'on a beaucoup
d'entrepreneurs qui se sont retrouvés eh bien, en très grande difficulté, évidemment, avec la crise, des projets qui ont été arrêtés net, des dirigeants de PME qui sont en difficulté. Et donc, on se mobilise en fait pour faire une session d'aide. Alors, c'est un peu du tutorat, du coaching, comment. Euh, voilà. Donc, les entrepreneurs présentent leur situation et en live, on essaye de les aider. Voilà. Donc, il se trouve que la prochaine session, eh bien, c'est dans 1 heure. Donc, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. Donc, c'est animé par plusieurs représentants de cette communauté, Guillaume Maison, Julien Frisson, Dominique Vian, et moi-même, je ferai un court rappel des principes de l'effectuation. Donc, comme ça, vous les aurez eu 2 fois. Si vous n'êtes pas lassé à la fin, c'est que vous êtes fan. Voilà, donc je vous invite à rejoindre. Et puis, vous pouvez aussi voir les ouvrages que j'ai écrits sur la question, donc, notamment l'effectuation. Il se trouve que dans 2 jours sort la nouvelle édition de mon livre. Donc, très, très mauvais moment pour lancer un nouvel ouvrage, une nouvelle édition, hein, puisqu'il ne sortira qu'en e-book et non pas en livre papier. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je suis évidemment présent sur les réseaux sociaux, donc j'ai toujours plaisir à échanger avec vous. Et puisque la question a été posée plusieurs fois, bien évidemment, il y aura un replay, une rediffusion de ce webinaire. Elle sera en ligne très rapidement, je pense. Voilà. Donc, encore une fois, désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite très bientôt sur les réseaux. Merci à vous. Au revoir.